Bonjour à tous. Je suis Julien Lacolombrie, donc je vais animer ce webinaire sur l'engagement collaborateur et sur la célébration. Je vous propose encore d'attendre quelques minutes que la plupart des personnes qui s'étaient inscrites aient pu nous rejoindre. Donc on démarrera d'ici au grand maximum 4 ou 5 minutes. Bon, je vous propose qu'on commence. Donc bienvenue à tous dans ce webinaire, comme je le disais, consacré à la culture de la célébration et plus généralement celui de l'engagement des collaborateurs. Alors on est ravis vraiment de voir que ce thème ait pu nous réunir aujourd'hui. D'abord parce que pour nous, dans notre activité de conseil, il est vraiment essentiel. Et ça confirme aussi la curiosité, l'intérêt croissant qu'on peut noter aujourd'hui autour de la notion d'engagement. Alors je vous démontrerai pendant les 30 ou 35 minutes qui viennent combien la célébration finalement est aussi importante que facile à mettre en place dans les organisations, alors où justement de nombreuses entreprises se débattent souvent avec le sujet de l'engagement, avec le plus souvent en toile de fond des sujets de transformation assez profondes, assez arides, assez lourdes. Alors, on ne vous propose pas évidemment de recettes miracles sur le sujet, mais juste peut-être de savoir revenir à l'essentiel et à des choses simples, avec des outils simples qu'on va vous présenter. Et c'est justement le thème de ce webinaire. Alors, quelques mots peut-être sur Kerus et quelques mots d'introduction. Donc, moi, je suis Julien Lacolombrie, directeur conseil au sein du groupe Kerus. Je suis plus particulièrement en charge donc, des sujets d'accompagnement des transformations sur le volet RH et aussi également sur le volet collaboratif. Je remercie aussi Brune Wehagel qui m'accompagne aujourd'hui et qui m'a aidé à préparer ce webinaire qui, j'espère, répondra à vos attentes. Alors, quelques mots sur Kerus. Kerus, c'est un groupe de 3000 collaborateurs qui est présent dans 15 pays et qui a maintenant presque 23 ans d'existence. Alors, il intervient autour de plusieurs univers d'expertise. Le premier, et c'est son métier historique, c'est celui de la data intelligence. Autour des métiers du digital aussi, l'expérience digitale, qu'elle soit client ou collaborateur, et celui du management des transformations, de l'accompagnement de ces transformations digitales notamment. C'est le métier que je représente aujourd'hui. Alors, quelques mots aussi sur notre partenaire Workplace, donc, donc Workplace, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le réseau social développé par Facebook et qui est dédié aux entreprises. Kerus est son partenaire, on accompagne le déploiement chez nos clients de cette solution. Et surtout, et j'aurai l'occasion de vous le démontrer, on en est des utilisateurs au quotidien. Alors, le sujet de l'engagement et de la célébration. Quelques mots peut-être sur ce qu'on a pu écrire ces dernières années, qui est finalement, il y a une littérature assez profonde sur les transformations, même sur la notion d'engagement. Si on regarde de manière un peu caricaturale, si on prend un peu de hauteur, même qu'on regarde les choses avec un peu d'humour, on peut dire plusieurs choses, et notamment sur les entreprises. Les entreprises reviendraient, ou elles reviennent à peine, ou elles sont d'ailleurs encore dans ce que certains appellent l'enfer de la digitalisation. Elles ont été condamnées à s'organiser pour accélérer leurs innovations ces dernières années, pour éviter de se faire croquer par le premier entrepreneur venu, généralement avec un scout à capuche, et pour ne pas dire le mot ubérisé, qui est relativement galvaudé aujourd'hui. Et elles ont dû apprendre les rudiments de l'agilité. Et c'était pas forcément simple, parce que apprendre l'agilité à une grande entreprise, c'est un peu comme apprendre la tectonique à un éléphant. Donc c'est pas forcément simple, et on sent que sont des périodes qui sont assez rudes. Alors c'est une vision évidemment caricaturale et vue avec un peu d'humour, mais qui traduit quand même un environnement qui est évidemment complexe, qui est celui de la transformation, et qui montre surtout l'urgence dans laquelle les entreprises ont été plongées ces dernières années. Et dans cette urgence est apparu un nouveau venu, donc, qui a fait en fait son entrée dans ce tableau, c'est l'engagement. Alors, dans la même littérature, on a cru d'abord que l'engagement était finalement essentiellement l'affaire des millennials, et que la crise autour de l'engagement ou du désengagement ne concernait que cette population, et que ça serait une crise d'adolescence généralisée
pour les millennials. Alors, les millennials, hein, je le rappelle, cette génération en quête de sens, d'autonomie, d'implication et évidemment quand même d'un salaire plutôt confortable. Ces millennials, pour les plus privilégiés, qui auraient été, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais qui seraient attirés par le modèle des startups, des réussites rapides, assez impliquantes, sans forcément passer par la case de la grande entreprise, son organisation, ses processus lourds, sa hiérarchie et le modèle de carrière que l'entreprise lui propose. Alors du moins, sans y passer tout de suite, laissant cette perspective pour beaucoup plus tard, c'est-à-dire quand on sera vraiment plus vieux, en gros environ 30 ans. Donc les entreprises ont évidemment adapté leur politique RH, leur communication pour mieux parler à ces populations et attirer ce qu'on appelle aussi dans cette novlangue souvent les meilleurs talents. Alors voir les choses comme ça, évidemment il y a une part de vrai, mais c'est aussi voir l'engagement sous cet angle et à travers ces populations, c'est sans doute se tromper sur plusieurs choses. La première, et je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu les études réalisées par Gallup ces dernières années, donc qui mesurent de manière mondiale l'engagement des entreprises et qui fait office aujourd'hui d'études plutôt de référence, montrent qu'en fait que seulement 6% des travailleurs, alors c'est vrai en France, seraient engagés dans leur travail. Donc c'est à peine plus au niveau européen et qui est à peine 10%. Donc ça veut dire que ce n'est pas un sujet d'une seule génération, ce n'est pas le seul sujet de la génération des millennials, mais bien des 3 générations qui aujourd'hui cohabitent au sein de l'entreprise. Et adresser l'engagement, c'est bien sûr s'adresser à tous les collaborateurs de l'entreprise. Alors, une autre étude qui était menée par l'association Solidarité Nouvelle vient un peu tempérer ce chiffre malgré tout et pourrait presque rassurer sur la nature des leviers à mettre en œuvre pour lutter contre le désengagement. Enfin, au moins sur l'étendue des leviers à mettre en œuvre. Donc, selon cette étude Solidarité Nouvelle, face au chômage, près d'un salarié sur 2, enfin des personnes qui étaient en recherche d'emploi, auraient fait des concessions pour retrouver un travail. Ça veut dire que plus d'un actif sur 2 donc, s'est retrouvé dans la situation d'accepter un emploi qui ne correspondait pas vraiment, qui ne leur correspondait pas vraiment pour sortir du chômage. Alors ça veut dire que la problématique d'engagement est certes ou peut-être vue à travers ces derniers chiffres comme un peu relative, mais elle reste malgré tout bien réelle. Alors, les bénéfices de l'engagement, ils ont été mesurés. Ça fait des années que McKinsey, d'ailleurs, l'a réalisé dès 2012 et qui montrait qu'avec des salariés engagés, on pouvait augmenter la productivité de près de plus de 27%. Gallup, en 2017, montrait aussi qu'avec des salariés engagés, on diminuait l'absentéisme de 41%. Alors, on peut évidemment discuter de ces chiffres. Les études peuvent diverger sur le sujet, selon la nature des secteurs, selon la nature des emplois ou encore des statuts. Néanmoins, ils viennent corroborer ce qu'instinctivement, intuitivement, chacun d'entre nous peut se dire. C'est-à-dire que s'intéresser aux collaborateurs au XXIe siècle, en soi, ça constitue pas une révolution véritablement copernicienne, mais la vraie difficulté se situe dans les leviers qu'on souhaite réellement engager sur le sujet. Et c'est sans doute sur ces leviers que des erreurs sont souvent commises. Travailler sur l'engagement pour attirer, fidéliser ses collaborateurs, c'est pas seulement mettre un coup de peinture sur ces indicateurs de responsabilité sociale, un coup de peinture verte généralement. C'est pas non plus de mettre un coup de peinture rose sur les murs. C'est pas seulement installer un baby-foot, une PlayStation ou qu'aucun collaborateur de toute façon n'ose vraiment utiliser lorsqu'ils sont mis en place. Et c'est pas enfin affirmer qu'on a une politique de diversité forte parce qu'on a fait entrer une femme au COMEX dans le meilleur des cas, malheureusement. Non, l'engagement, ça implique un travail plus profond que chez Kerus, nous traditionnellement, on a l'habitude de travailler autour de quatre piliers. Et c'est des sujets qu'on accompagne donc auprès de nos clients. Le premier point, et il est essentiel, c'est celui de la promesse employeur. En fait, comment les entreprises peuvent développer une promesse qui leur ressemble de manière transparente, avec des processus et des modes de management qui sont alignés, et finalement une marque employeur qui ne promet rien de plus que ces éléments. Le second,
c'est la mise en perspective qu'on peut donner aux collaborateurs et notamment la visibilité qu'on peut donner aux collaborateurs sur leur parcours en privilégiant des voies qui sont plus larges, plus latérales vers de nouveaux métiers qui sont créés généralement par la digitalisation notamment et qui sont nés ces dernières années. Le troisième levier est celui de la formation. Alors c'est un fort facteur d'engagement. Et d'ailleurs, le digital et la formation digitale constituent un peu une aubaine à l'heure où des études montrent que plus de 2 salariés sur 3 sont prêts à se former en dehors des heures de travail. Et aussi à un moment où les modes de consommation des contenus, et notamment des contenus de formation, ont évolué fortement, avec une place de plus en plus prépondérante de la vidéo notamment. Donc à l'heure où le désir de développement, d'employabilité pour les collaborateurs n'a jamais été aussi fort, ça constitue vraiment une aubaine et un levier assez efficace à travailler. Et le quatrième levier, c'est travailler sur l'environnement de travail des collaborateurs. Alors c'est leur donner des moyens de mieux collaborer, de mieux s'informer, de leur offrir des services qui auparavant étaient peu accessibles, leur disperser au sein de l'entreprise. C'est réduire aussi les distances entre les équipes qui sont parfois séparées, qui peuvent être d'ailleurs dans plusieurs pays. Et c'est connecter aussi les collaborateurs les plus éloignés avec l'actualité, l'explication, le storytelling autour de la stratégie de l'entreprise. Et enfin, et c'est un peu le point central, c'est savoir valoriser ces différentes pratiques avec des modes de management qui sont en mesure de développer l'ensemble de ces pratiques. On a eu l'occasion de rencontrer et de travailler avec une chercheuse en matière de management qui travaille à l'université Paris 11 et qui a creusé un peu la question du besoin des collaborateurs. Alors, sans pour autant revenir à la pyramide de Maslow ou totalement la ringardiser, en fait, elle a réuni 3 facteurs clés qui sont clés en tout cas pour travailler pour représenter les besoins des collaborateurs. Elle l'explique très bien. C'est d'abord un environnement qui soit accueillant, c'est-à-dire que on soit en mesure de travailler au sein d'un collectif, d'une équipe qui soit plutôt bienveillante. Ensuite, et c'est sans doute un des points centraux, c'est être en mesure d'avoir un supérieur hiérarchique qui reconnaisse la qualité du travail qui est effectué. Et c'est enfin travailler sur une égalité globale, une équité de traitement entre les salariés, que ce soit auprès des hommes, des femmes et dans toute leur diversité. Donc on est assez loin finalement, et selon elle, des nombreux discours qu'on entend aujourd'hui autour de l'expérience collaborateur, qui est un peu un terme lui aussi à la mode, et qui peut être assez réducteur dans certains cas, comme elle le rappelle. C'est une notion qui ne concerne que les talents, et quand on réfléchit aux talents, finalement, on n'adresse que 20% des effectifs de l'entreprise. Donc on est loin des 96% qui étaient évoqués tout à l'heure, et qui sont couverts par l'étude Gallup, et qui portent sur le désengagement. Donc la valorisation, la reconnaissance de la qualité de travail, c'est justement le cœur de la célébration. Et la célébration, en fait, c'est une forme collective de valorisation. Ça serait, si on peut en donner une définition, mettre en place des rituels, des récits, des signes qui rassemblent l'ensemble d'une communauté. Et de fait, le but, c'est avant tout de renforcer la cohésion sociale. Et c'est pas seulement un simple pansement qui pourrait faire oublier le reste, mais bien un acte social et managérial fort qui répond aux besoins les plus essentiels des collaborateurs. Là-dessus, sur la célébration, la culture de la célébration, on a vu plusieurs. En fait, ce sont les startups qui ont été les premières à se lancer sur le sujet de manière assez naturelle au sein de leur collectif et souvent d'équipes qui soient plus petites. On peut vous citer quelques exemples. Célébrer l'utilisation par Mano Mano, par exemple, du gong. À chaque signature de contrat, un gong est sonné. Expert City fait exactement la même chose. C'est le fondateur de GoToMeeting notamment. Et ils ont instauré la règle de la cloche qui, n'importe qui peut la sonner.
Et si c'est pas mérité, c'est-à-dire si la personne la sonne et que ça n'est pas mérité, elle doit ramener le petit déjeuner le lendemain. Et après avoir fait sonner la cloche, un mail envoyé à toute l'entreprise pour expliquer et généraliser en fait la bonne nouvelle. Et les collaborateurs, ça marche assez bien, se ruent assez vite sur leur mail lorsqu'ils entendent la cloche sonner pour connaître la bonne nouvelle en question. Plus classique, on a le mur des célébrations. Alors, c'est utilisé chez Blablacar, le fameux Celebration Wall, qui est un bon moyen, via des photos, des événements ou des succès à atteindre, de mettre en valeur le travail de chacun, que ce soit un travail d'ailleurs individuel ou un travail de groupe. On a enfin on a aussi la mascotte qui est utilisée dans une autre startup qui est Open Classroom, une startup française dans le domaine de la formation, enfin des MOOC et de la formation digitale. Les collaborateurs se passent la statue, enfin leur mascotte de bureau en bureau pour se remercier tout simplement ou faire des feedbacks positifs lorsqu'une bonne nouvelle vient d'arriver. Et enfin, on a les awards. Alors ça, c'est finalement plus classique. Et ça, même les grandes entreprises ont pu y accéder pour avoir travaillé dans un grand cabinet de conseil il y a quelques années. C'était quelque chose qui était utilisé assez régulièrement. Et c'est donc pas spécifique aux startups, mais qui est un moyen de mettre en évidence le travail accompli, même si cela reste moins visible et ça reste dans une relation généralement plus bilatérale et moins généralisée. Alors, quand on regarde, il y a effectivement beaucoup d'événements à célébrer dans l'entreprise. On peut parler de l'arrivée d'un nouveau collaborateur. C'est l'exemple d'une agence web, Théodo, qui diffuse par exemple une musique à plein régime dans les bureaux pour annoncer de nouveaux recrutements, de nouveaux arrivants. L'avancement d'un collaborateur, sa promotion, son anniversaire de travail, ou encore l'engagement d'un collaborateur, et c'est de plus en plus courant, soit sur le lancement d'un projet en interne ou d'un investissement personnel sur une cause particulière qui serait soutenue par l'entreprise elle-même. Alors, ça paraît évidemment, et tous ces exemples paraissent quand même plutôt idéaux pour les petites structures, sont des méthodes de cohésion, de célébration qui sont fortes, mais qui ne sont pas adaptées aux grandes entreprises où l'information circule naturellement moins bien en raison des distances qu'il y a entre les équipes. Mais en fait, c'est une question qu'il faut que chacun se pose. La dernière fois que vous avez voulu annoncer une bonne nouvelle, vous avez reçu une bonne nouvelle, qu'est-ce que vous avez utilisé? Et généralement, la réponse est la même, c'est le plus souvent un mail avec tous les défauts du mail, le fait qu'il soit perdu et le fait que le manque de richesse de contenu qu'on peut porter dans un mail trouve très vite ses limites. C'est pour ça, et c'est tout le sens d'ailleurs de notre partenariat à la fois, enfin plus global, et de notre partenariat avec Workplace, mais remettre le sujet des réseaux sociaux sur la table. Alors, les réseaux sociaux ont pu être perçus ces dernières années comme finalement assez déceptifs. Alors, d'abord parce qu'une première analyse rapide des chiffres dans quelques entreprises, grandes entreprises, permettent de constater qu'ils sont souvent sous-utilisés par les collaborateurs. Et d'ailleurs, une étude de l'IGS a montré il y a un an que même si 80% des grandes entreprises en étaient équipées, seuls 25% des managers les utilisaient. Et finalement encore moins quand on descend effectivement selon les statuts et dans les équipes. Et plus fort encore, la plupart des groupes seraient créés justement par des managers et ces groupes seraient suivis à 75% par des collaborateurs de leur équipe. Ça veut dire qu'on est quand même assez loin du grand soir collaboratif. Et c'est peut-être sans doute à cause de ça qu'on peut considérer, ou que certaines structures ont pu considérer que c'était un échec, parce qu'on a souvent voulu leur faire porter le poids du développement d'une culture collaborative qui était en fait beaucoup trop grande pour eux. Et en fait, une culture collaborative, c'est quelque chose qui ne se décrète pas, elle se construit, et souvent par l'exemple, avec des comportements exemplaires de la plupart des salariés. Et ce n'est pas un outil en lui-même qui peut la développer à lui tout seul, même si évidemment il peut l'accélérer. Ce qui est moins connu en revanche avec les RSE, les réseaux sociaux d'entreprise, les RSE, c'est le formidable outil de communication interne qu'ils peuvent représenter et dont se saisissent aujourd'hui un certain nombre de directions de la communication.
Et il est beaucoup plus puissant qu'un intranet classique, qui est généralement fondé sur des contenus qui sont plutôt descendants. Et la célébration, c'est ce qu'on a voulu vous raconter aujourd'hui, est souvent au cœur de ces belles histoires. Alors quand on parle de célébration, il y a évidemment beaucoup de domaines qui peuvent être concernés. Mais ce qui fait la richesse d'un réseau social, justement, et par rapport à un mail ou par rapport à des modes de communication qui sont beaucoup moins collaboratifs, c'est justement sa palette d'expressivité. Et on en fait, nous, on le mesure chaque jour avec un outil comme Workplace, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais c'est sans doute pour ça qu'il s'adapte aussi bien à la célébration. Pouvoir publier en quelques secondes du texte, de la vidéo, un média, un article, pouvoir se filmer et publier la vidéo immédiatement, bénéficier de toute la palette de réactions, le like bien sûr, les gifs, les émoticônes qui renforcent la richesse naturelle d'un message. Traditionnellement, et quand le top management joue quand même plutôt bien le jeu, ce sont des célébrations plutôt top-down qui viennent les premières et qui s'instaurent les premières au sein de ces réseaux sociaux. Et ça marche assez bien, je vous montrerai quelques exemples après. Ensuite, et c'est un mouvement naturel, on les retrouve plutôt facilement au sein des équipes, puisque c'est le cadre naturel d'expression des collaborateurs. C'est sans doute aussi les personnes qu'on connaît le mieux, avec qui on peut échanger, le plus facilement, à travers une victoire, la reconnaissance d'un travail, la réussite d'un projet. Ce qu'on retrouve ensuite d'ailleurs en transverse, c'est-à-dire inter-équipe, et qui permettent de créer un réflexe naturel, de s'exprimer dans un cadre qu'on connaît de mieux en mieux, en remerciant des collègues, en les félicitant pour une action, pour un projet accompli. Donc, ce qu'on constate d'ailleurs dans les célébrations inter-équipes, c'est l'utilisation d'abord naturelle du like, c'est-à-dire on va pas forcément commenter immédiatement, utiliser ensuite d'autres palettes d'expression. Je fais un petit zoom d'ailleurs sur le GIF qui marche aujourd'hui très bien. D'ailleurs, on a même un groupe chez Kerus qui s'est créé autour des GIFs. Mais ça permet en fait une palette d'expressions assez amusantes qui peuvent même se transformer, j'en parlais à l'instant, en concours, voire en novlangue, puisque certains de nos collègues ont même développé une forme de grammaire et savent utiliser une série de gifs pour réaliser des phrases. Alors moi, je n'ai pas encore ce niveau, mais certains de mes collègues y arrivent très bien. Et ça rajoute encore une fois un facteur de cohésion supplémentaire à travers l'utilisation de l'humour. Et enfin, suivent en dernier, c'est pas forcément, et c'était même assez inimaginable il y a quelques années, les célébrations top-down. Alors elles sont évidemment plus rares, mais quand elles se mettent en place, elles permettent de mesurer un niveau de maturité plus fort dans les formes d'expression, plus libéré, et par rapport à quelques années, sans être forcément taxé de e-faillotage. Alors, des exemples plus concrets, on a voulu vous parler de Danone, qui a déployé notamment Workplace il y a maintenant quelques temps, et qui l'a transformé en son outil, son principal vecteur de communication interne aujourd'hui, et qui a fait le choix de le mettre à disposition de l'ensemble, vraiment de tous ses salariés, même à ceux qui n'avaient pas forcément d'adresse mail. Alors c'est aujourd'hui pour eux un outil qui engage vraiment, puisque auparavant, le directeur de la communication chez eux nous le rappelait, un article au mieux institutionnel réalisé à peu près 1500 vues dans le meilleur des cas. Et aujourd'hui, un contenu qui est partagé, institutionnel et selon les groupes, peut être vu jusqu'à 15 000 fois, voire 20 000 selon le rédacteur. Alors c'est un outil, je vous parlais de top management tout à l'heure et de communication top-down qui est beaucoup utilisé par Emmanuel Faber donc pour valoriser, expliquer sa transformation au quotidien. Il réalise en moyenne 3 vidéos par semaine pour valoriser justement l'avancement de certains projets et expliquer sa stratégie régulièrement. On parle de storytelling dans ce cas-là. Mais au-delà de cet exemple, ce que nous rappelait leur directeur de la communication, ce sont les salariés qui sont aussi saisis de cette communication en réalisant
des vidéos qui sont largement partagées et qui valorisent leur savoir-faire interne et qui est aussi un moyen de célébrer ses propres savoir-faire. Un autre exemple, celui de Kérus, c'est notre exemple, mais on a pu le mesurer très précisément ces derniers mois. Nous, on a déployé Workplace il y a à peine un an. Donc, il faut savoir que Kérus, c'est une entreprise qui a grandi très vite, en quelques années, avec un développement très fort, notamment à l'international. Et finalement, avant l'arrivée de Workplace, les équipes partageaient peu ou avaient peu l'occasion de partager, ou alors vraiment pour quelques managers, l'occasion de réunions annuelles. Et sans parler aussi de développement de bureaux qu'on a eu en France, en province. On ne se parlait finalement pas beaucoup, alors qu'on était sur des marchés, sur des clients, sur des savoir-faire qui étaient assez proches. Et la première, finalement, spontanément, et notamment par l'appui du top management, et notamment Eric Cohen, notre PDG, c'est la célébration qui était l'un des premiers vecteurs de contenu sur notre réseau social. Aujourd'hui, on a fait le petit exercice de regarder sur ce que ça représentait sur quelques mois. Ça représente plus de 50% des contenus qui sont véhiculés sur le réseau social. Ça correspond à environ 500 posts par semaine, sans compter évidemment posts, sans compter les multiples réactions et commentaires qu'on peut avoir autour de ces posts. Comme je le disais, c'est Eric Cohen qui a lancé ce mouvement au départ, à travers les voyages qu'il pouvait réaliser, à travers les rencontres qu'il pouvait faire, à travers des BU. Et qui valorise systématiquement lors de ces passages les équipes, soit une personne, soit une équipe sur un sujet particulier. Et ça s'est développé ensuite au sein des équipes et assez naturellement. C'est-à-dire elles se sont valorisées mutuellement, on a commencé à se parler entre les pays, et de fait ça a créé une ambiance assez forte et même de cohésion assez redoutable, et dont le bénéfice secondaire est la collaboration. L'exemple classique qu'on a sur la collaboration quand on met en place un réseau social, c'est de pouvoir lancer ce qu'on appelle une bouteille à la mer. C'est-à-dire j'ai une question, je suis dans mon coin, je me dis je vais lancer une question sur un réseau social, sur un groupe assez ouvert, et je vais attendre et prier éventuellement pour que quelques personnes répondent à ma question qui est le plus souvent assez urgente. Ce qu'on constate, c'est sans culture de collaboration initiale, c'est souvent un échec. Alors que ce qu'on peut voir à travers la mise en place initiale de célébration, c'est que ces postes réguliers des équipes, on se sent, avec ces postes, on se sent plus proche naturellement des collaborateurs, on les connaît mieux, on échange plus facilement, et de fait chez nous, ça crée un bénéfice secondaire qui était celui de la culture collaborative. Et en fait, la culture de célébration pourrait être vue comme l'antichambre de la culture collaborative. Et c'est de fait quelque chose qu'on peut valoriser dès le départ pour créer des réflexes qui étaient en fait les réflexes un peu initiaux qu'on avait imaginés sur le RSE et qui peuvent tarder à se mettre en place lorsque les réflexes naturels ne sont pas mis en place. Alors les exemples sont nombreux, je vais vous en citer un dernier qui est un exemple de Facebook. Un des directeurs généraux en charge du développement de Workplace nous racontait son rapport d'étonnement une semaine après avoir rejoint l'entreprise. Il venait d'un autre monde. Il avait rejoint cette entreprise et cette semaine-là, les équipes d'Instagram qui venaient d'être rejoindre la firme, et qui pour la plupart étaient inconnus des autres équipes de Facebook, avaient publié un post pour célébrer la mise en ligne d'une nouvelle fonctionnalité. Et ce que nous racontait le DG, Julien Le Sécher, c'est que en quelques minutes, le post avait recueilli plusieurs milliers de likes, et sans parler de commentaires. Et c'est là qu'il avait compris pleinement où il avait mis les pieds. Et quand on parle de cet exemple, on peut se dire oui, bien sûr, c'est Facebook, mais finalement, de grandes entreprises ont mesuré aujourd'hui à travers cette utilisation et finalement cet objet de communication généralisée, les bénéfices que pouvait produire, et notamment sur l'engagement des collaborateurs, l'utilisation de la célébration.
Alors, je vous parle justement de Workplace. Nous, ce qui nous a intéressé dans cet outil, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi d'être partenaire à l'heure où effectivement de nombreux outils et de réseaux sociaux existent, maintenant même d'ailleurs depuis de longues années sur le marché. Workplace, il a un avantage, d'abord c'est il est universel. L'interface de Workplace, même si elle va évoluer dans quelques jours, mais c'est l'interface qui est connue de tous et c'est celle de Facebook. C'est-à-dire on retrouve assez naturellement son interface, la facilité d'utilisation, ses réflexes, et c'est sans doute le premier accélérateur d'appropriation qu'on peut mesurer autour de Workplace. Ensuite, c'est l'utilisation mobile. Aujourd'hui, c'est 80% des usages, des utilisations des collaborateurs. Et sa facilité d'utilisation permet de rendre beaucoup plus spontanées les réactions de chacun, ou encore les prises de parole des dirigeants à tout moment. Notamment le live streaming qui peut être utilisé, que je citais tout à l'heure. Et enfin, le mobile, ça a permis à toutes les populations ou des populations les plus isolées, sans adresse mail notamment, de rester connectées avec le reste de l'entreprise, ce qui n'est pas souvent le cas, puisque tous les salariés d'une entreprise n'ont pas forcément accès à un PC, et l'utilisation des mobiles leur permet de rester pleinement connectés avec l'entreprise. Ensuite, c'est sa facilité d'intégration. C'est vraiment du plug and play, c'est-à-dire techniquement, il n'y a rien de complexe. Il n'y a pas de développement pendant plusieurs semaines. Il y a une mise en place d'un SSO, la mise en place du plugin et des standards de sécurité natifs qui permettent son installation vraiment rapide. Mais plus qu'une installation technique, c'est plus généralement un accompagnement, c'est-à-dire une bonne préparation qu'on doit prévoir et qu'on accompagne nous-mêmes chez Kerus auprès des utilisateurs, favoriser la mobilisation managériale, favoriser la mise en place d'un réseau de champions, réfléchir intelligemment au groupe qu'on souhaite mettre en place, et c'est pas seulement reproduire l'organisation et les communautés ou les groupes d'équipes, mais penser plus largement et penser foyer collaboratif pour que ça prenne le mieux possible. Et ensuite, Workplace est un outil qui est intégré, c'est-à-dire qui permet nativement d'être le centre et de créer des connexions avec d'autres outils d'un écosystème informatique. Je pense à la suite Office 365, à Dropbox, à la G Suite, à Salesforce, et plus encore pour permettre de travailler plus rapidement, plus facilement et d'offrir une expérience de connexion et d'utilisation qui soit beaucoup plus riche. Je peux citer aussi les bots que Workplace qui permettent d'automatiser un certain nombre de flux de travail et d'éliminer certaines tâches répétitives. Donc Workplace, aujourd'hui, c'est 10 000 entreprises qui sont utilisatrices, c'est près de 2 millions d'utilisateurs, et c'est, selon les études aussi, et je pense qu'on a pu le démontrer auparavant, le RSE qui offre l'engagement le plus fort des collaborateurs. Donc, quelques mots autour de ce qu'on vient de se dire finalement. Le sujet, ce qu'on cherche à faire à travers ces mises en place, à travers la célébration, à travers la mise en place d'outils comme les réseaux sociaux pour les porter, c'est reconnecter évidemment les collaborateurs. Alors c'est un rôle et c'est une évolution assez majeure pour la direction de la communication notamment, qui doivent accepter de plus forcément avoir une totale maîtrise de leur ligne éditoriale, de la façon de partager, enfin du moins de la façon de partager du contenu, mais c'est bien de partager cette ligne éditoriale avec des collaborateurs qui créent eux-mêmes des contenus. Et c'est justement une aubaine pour elles, puisque les contenus qui sont produits peuvent être partagés vers l'externe. D'ailleurs, le directeur de la communication d'Danone le rappelait, et de contribuer finalement à l'édification d'une marque employeur qui soit portée par les salariés, et donc finalement, au final, sans doute un peu plus vrai. L'un des points aussi essentiels sur lequel je mettrais l'accent, c'est évidemment l'implication, l'engagement de la ligne hiérarchique.
plus on dispose d'un sponsor de haut niveau, je vous parlais d'Emmanuel Faber, notre PDG tout à l'heure, et je pourrais évidemment en citer d'autres, mais plus on a des sponsors de haut niveau qui jouent le jeu, qui valorisent, qui communiquent à travers ces plateformes, bah, plus ça fonctionne et ça reste évidemment essentiel. Euh, Nous, on se pose la question aujourd'hui chez Kerus, finalement, comment renforcer, comment déployer encore plus fort cette culture de la célébration à travers une plateforme à laquelle on réfléchit actuellement et qui permettrait finalement de mieux piloter et valoriser ces comportements. Alors certains des plateformes ont déjà pensé, mais mettre en place une monnaie virtuelle, chaque collaborateur disposerait chaque mois d'un budget qu'il pourrait utiliser pour célébrer, remercier, faire un feedback positif à un collaborateur. Et le collaborateur récompensé, entre guillemets, pourrait dépenser ce budget dans des actions de formation, des actions de QVT ou de développement, voire de partenariats qui peuvent être imaginés avec un certain nombre de plateformes comme Netflix. Mais ce n'est pas forcément imaginer seulement une carotte, mais c'est juste valoriser un pilotage de la célébration qui soit plus fort, puisque derrière cette plateforme, en fait, l'ensemble des outils seraient connectés. Je pense notamment aux réseaux sociaux, je pense aux outils de SIRH et permettrait de mieux piloter la performance à la fois collaborative et finalement la performance qui jusqu'ici était invisible auprès dans les process de valorisation de la performance et qu'ils le deviennent qu'ils deviennent beaucoup plus facilement. Euh, pour, euh, pour conclure rapidement, j'ai essayé de faire un tout petit peu plus vite pour respecter le délai on s'était imparti. Mais je conclurai un peu par cette phrase qui avait été prononcée par Carlos Tavares, donc le PDG de PSA, et qui est généralement réputé pour son franc-parler, qui disait attention de ne pas se tromper sur l'essentiel. Comment réagiront les collaborateurs si nous remplissons demain 100% de nos objectifs de responsabilité sociale et que nous tombons en faillite? Ce qu'il y a derrière cette phrase, il a sans doute en partie raison, c'est qu'il ne faut sans doute pas se tromper de combat. Que le combat de la performance, du positionnement de l'entreprise et justement de sa performance est évidemment essentiel et qu'on ne doit pas mettre 100% de l'énergie sur des sujets qui portent finalement sur un marketing social ou marketing RH auquel on essaye de donner un certain nombre de couleurs pour attirer des collaborateurs. Mais en revanche, travailler pour nous sur l'engagement, et en particulier avec des recettes assez simples comme celle de la célébration sur lesquelles on vient d'échanger assez largement, peut être un moyen assez simple de finalement favoriser l'innovation et de refavoriser la performance, et donc de tout mettre en œuvre pour éviter ce que Carlos Tavares appelait les faillites. Il suffit juste d'activer les bons leviers. Et les outils, comme on vient de vous les citer, en font partie. On a évidemment d'autres. Travailler sur la culture de l'onboarding des salariés est évidemment essentiel. Savoir travailler avec des points de vente à distance, avec des équipes, il y a évidemment plein de cas d'usage qu'on pourrait citer. Mais celui de la célébration, spontanément, nous paraissait sans doute le plus simple. Du moins, on espère vous avoir convaincu sur le sujet. Alors, on a la possibilité évidemment de communiquer et de répondre à un certain nombre de questions. Je crois que certaines d'ailleurs ont déjà été posées. Alors, pourquoi privilégier Workplace à Teams dans des outils de com généralisés? Il y en a plein. Alors, oui, effectivement. Alors, c'est Workplace, alors je ne sais pas si c'est une question, c'est-à-dire si j'ai Teams aujourd'hui, est-ce que je peux utiliser Workplace? Je dirais que les deux outils ne répondent pas forcément aux mêmes objectifs. Teams est pleinement positionné aujourd'hui sur la collaboration autour de projets, là où Workplace peut avoir une utilisation de communication qui est sans doute un peu plus généralisée. Après, ce sont des choix à faire effectivement d'interface, de réponse et autour de cas d'usage. Je dirais que la meilleure réponse à cette question, c'est posez-vous la question de vos cas d'usage et vous verrez, c'est-à-dire avec quoi va être utilisé cet outil, et vous trouverez finalement les fonctionnalités dont vous avez besoin et la meilleure expérience sera portée par l'outil. Workplace est un outil qui est conversationnel, généraliste,
Il peut, comme je le disais, se connecter à d'autres sources, notamment d'Office 365, mais je pense à SharePoint notamment. Il s'intègre même très très bien avec eux. Mais ce n'est pas un outil de gestion documentaire à la base, donc c'est pour ça qu'on en ajoute un, mais c'est plus un outil conversationnel et d'échange entre collaborateurs. Tout dépend effectivement des cas d'usage. D'autres questions? La formation des managers pour valoriser leurs équipes reste essentielle. Alors oui, oui évidemment, on ne dira jamais assez. Je dirais que c'est plus une culture managériale qui doit évoluer sur le sujet. Je le disais, dans les leviers qu'on active généralement, il y a évidemment ce changement de paradigme. On n'est évidemment pas sur les mêmes horloges, parce que ce sont des transformations qui mettent du temps à se mettre en œuvre. Ce qu'on a constaté en tout cas, c'est qu'évidemment, enfin, on pourrait dresser un travail, enfin, on pourrait dresser un tableau finalement assez idyllique de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur notre PDG nous parle, les managers se sont lancés dans le sujet et ça n'est pas toujours le cas. Certains sont évidemment plus résistants. Ce qu'on constate, c'est que les premiers résistants, généralement, sont les premiers convaincus, c'est-à-dire à travers des exemples. Et quand finalement un certain nombre de collaborateurs et le top management jouent le jeu, cette collaboration, cette approche attire, fait des petits et peut faire changer les managers, enfin, le point de vue de certains managers qui pouvaient être assez rétifs. Donc ça, c'est un sujet qui est possible, mais effectivement aller vers plus de formation et d'accompagnement sur le sujet. Nous, on a réfléchi pour certains de nos clients à ce sujet, c'est-à-dire ne serait-ce que accompagner des collaborateurs dans la mise en perspective de ce qu'est un réseau social interne, leur faire se poser la question de qu'est-ce que je deviens, où est mon leadership, et finalement le fait que mes collaborateurs dans mon équipe collaborent entre eux, est-ce que finalement c'est un véritable frein à l'expression de mon leadership? La réponse est évidemment non, mais on a souvent des choses un certain nombre de personnes à convaincre, et c'est un certain nombre d'actions qu'on a menées sur ce sujet. Je vois une autre question, comment intégrer célébration et travail collaboratif? Alors, on peut célébrer du travail collaboratif, d'ailleurs, quand il a lieu, et c'est même super, c'est évidemment une célébration qui doit pouvoir se faire, parce que ce n'est pas le mouvement naturel des entreprises. Hein. Les entreprises, je le rappelle, sont quand même de grosses bureaucraties, et elles ne sont pas faites pour ça, à la base. Et quand un mouvement de collaboration se met en place au service d'une cause qui est plus noble de l'entreprise, le célébrer est évidemment une chose à faire prioritairement. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, travailler d'abord sur de la célébration peut permettre aux équipes de mieux se connaître. Et derrière la connaissance, on a généralement des frontières à passer qui sont moins nombreuses derrière pour aller vers de la collaboration. Je dirais que c'est une façon d'avancer d'avancer à commencer à réfléchir sur ce sujet. En tout cas, nous, on l'a mesuré chez nos clients, on l'a mesuré chez nous. D'abord célébrer, ensuite à amener des réflexes plus collaboratifs. Alors, je crois que j'ai fait le tour des questions qui m'ont été posées. N'hésitez pas encore à en poser s'il en reste. Je vois que d'ailleurs un certain nombre nous ont quittés puisqu'on a dépassé un tout petit peu l'horaire. Je laisse quelques secondes. Alors, je crois que vous pourrez accéder donc, à ce webinaire encore pendant et partager avec vos équipes pendant quelques temps. Nous, on se tient évidemment à votre disposition avec Brune et l'ensemble de nos équipes pour travailler et creuser ces sujets avec vous si vous le souhaitez. Vous serez même d'ailleurs peut-être contacté dans les prochains jours pour savoir si vous êtes intéressé et souhaitez creuser un tout petit peu ce sujet, puisqu'en 45 minutes, on peut, et qui malheureusement ne sont pas suffisamment collaboratifs sans doute, on ne peut pas dresser tout le tableau, mais en tout cas, vous serez sans doute contacté pour en savoir un tout petit peu plus sur le sujet. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre présence et votre attention. On espère que ça vous a intéressé. Merci aussi pour vos commentaires qui étaient encourageants. On reviendra très vite vers vous avec pour parler d'autres cas d'usage qui suscitent l'engagement
au sein des entreprises et qui valorise aussi les retours d'expérience qu'on peut avoir sur le sujet. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Au revoir.